faire de bout en bout. Et donc, on a été créé il y a un petit moment au Royaume-Uni, donc il y a 4 ans. Ça a très bien marché. C'est pourquoi on s'est lancé en France il y a à peu près 1 an et demi. Et on est à l'incubateur HEC à Station F. Et puis, pour, comme l'a dit Manon, pour compléter cette présentation, me concernant, moi, je suis avocat de formation. Marion, elle aussi, est juriste. Donc, on a pu évoluer sur ces différents aspects, ce qui nous peut-être prédestiné à un job plutôt traditionnel, entre guillemets. Et ça fait partie aussi de ce dont on va parler de manière un peu plus générale, je pense, aujourd'hui. Et bref, tout ça pour dire que sur l'aspect actionnariat salarié, ça fait clairement partie du package de rémunération qu'on offre en startup. Et ce package de rémunération, ça comprend donc le salaire, le capital, mais après tous les autres avantages qu'on peut avoir, que ce soit de la flexibilité, du remote, du travail, télétravail, même si maintenant, donnant le contexte qu'on connaît, les grands groupes se sont un peu plus habitués à ce type de travail et télétravail. Mais bref, donc nous, ce dont on va parler pour, comme tu l'as dit, Marion, le sommaire, ce sera les notions essentielles sur le package de rémunération en startup, avec un prisme très orienté sur l'actionnariat, parce que souvent, c'est aussi ces questions-là qui reviennent beaucoup. Et j'ai le plaisir, comme tu l'as aussi dit, Marion, d'intervenir chez Lyon depuis quelques années sur en fait, la formation du samedi qui est super intéressante, et c'est toujours un plaisir de participer à ça. Donc, je suis très, très content de participer du coup à ce webinaire aussi pour adresser ce sujet qui nous tient vachement à cœur, et moi personnellement aussi, parce que voilà, on a pu être confronté à ces sujets. D'abord, moi, quand je travaillais à La Ruche qui dit oui aussi en tant que responsable juridique Affaires publiques, après j'ai créé ma boîte Sex the Family, et ces sujets revenaient tout le temps sur ça veut dire quoi, comme tu l'as dit Marion. Donc on va aborder ce sujet ensemble ce matin, notions essentielles d'abord, ensuite des petits cas pratiques, c'est plus une vision pratique, et après on vous donnera bien sûr des ressources utiles. Je crois que c'est enregistré, hein, donc on est enregistré, donc il y aura Ouais. le replay. C'est ça, hein, Marion. Et donc, aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va avoir cet échange et on va en discuter tous ensemble, et avec Marion qui bah, y réfléchit parce qu'en tant que CEO de John Lyon, c'est une question de politique, tu en bénéficies aussi. Donc, on va pouvoir partager ça de manière assez concrète et en discutant, tout en ayant des notions essentielles sur l'aspect un peu plus expertise juridique. Mais pour commencer, si on rentre dans le vif du sujet, c'est d'abord le package de rémunération dont on parlait. Il est effectivement composé tout le temps de salaire et de capital. C'est le cas pour toi, Marion, c'est le cas pour tes employés aussi. Et du coup, il y a des avantages et bien sûr quelques inconvénients pour l'un et l'autre. Et en fait, il faut surtout pas confondre les deux. Bien sûr, ça fait partie d'un tout, du package de rémunération, comme on a dit, et de ce qu'une startup peut proposer pour attirer des nouveaux talents, pour recruter des, des, des nouveaux salariés. Et donc, il y a forcément cette question du salaire qui va venir. Et la question du capital vient de plus en plus. Et il y a une meilleure connaissance aussi avec la maturité du marché et de l'écosystème startup qui augmente. Je pense que tu pourras témoigner de ça, Marion, pour voir beaucoup d'employés qui passent par Lyon. Et donc, les principaux paramètres, si on les balaye, et après on en discute peut-être tous ensemble, c'est côté salaire. Déjà, côté salaire, c'est fixe et variable. C'est quelque chose qui est court terme, c'est quelque chose qui est certain. On est censé toucher quand même son salaire à la fin du mois. S'il y a un variable, peut-être pas si c'est conditionné des objectifs qu'on n'atteint pas, ou inversement, de le toucher si on les atteint. C'est des objectifs qui peuvent être aussi moyen terme, hein. Donc, ensuite, la rémunération, oui, elle est liquide. On touche un salaire, ça vient sur notre compte en banque et on peut le dépenser comme on veut, heureusement d'ailleurs. Et ensuite, ce qu'on appelle, ce dernier point ce n'est pas un game changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la différence, si on prend par effet de miroir, et donc par opposé le capital, ça peut devenir un game changer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut potentiellement toucher un beau bonus qui représenterait 2, 3, 4 fois, voire peut-être même plus le salaire qu'on touche annuellement. Pourquoi? Parce qu'on a été intéressé au capital au début du projet. Ce projet a grandi, s'est développé, a du coup eu une augmentation de la valeur de son capital, matérialisée du coup, comme on va le voir, avec les actions, mais ce sont des options qui donnent accès aux actions. Tous ces éléments, on va les voir ensemble. Et donc ça, potentiellement, si vous restez un certain temps dans la société, vous participez à la création de valeur, in fine, vous pouvez éventuellement toucher
un beau bonus qui est dans un des montants, bah, on l'espère les plus importants, tout le monde, l'espère comme ça, mais forcément, c'est proportionnel aussi au risque qui est pris, et effectivement, on sait que les startups, ben, une startup qui se crée et qui arrive à pouvoir se développer, déjà à tenir plus de 2 ans et ensuite à devenir, bon, je vais pas utiliser les termes de licorne, même si là on met un petit emoji licorne pour le game changer, mais bon, l'idée est là. Voilà, s'il peut y avoir une revente et une monétisation de cet intéressement au capital, ça peut du coup être intéressant pour vous. C'est toute l'idée, de fidéliser aussi, mais on va le voir par la suite. Et donc là, on le voit, hein, c'est quelque chose qui est incertain. C'est quelque chose qui est long terme. C'est normalement entre 5, 7 ans, voire même peut-être 10 ans, on va le voir aussi. C'est un mécanisme qui est pas liquide. On ne peut pas acheter quoi que ce soit avec des BSPCE si on parle du capital comme ça. C'est ce qui est le plus utilisé, mais on va voir pourquoi. Et on peut pas le faire, monétiser tout de suite, c'est du long terme et donc c'est un mécanisme qui mérite d'être, donc expliqué et c'est un mécanisme donc financier, donc assez flou par moment et toi, comment tu le vois Marion du coup, avec tes employés chez Lyon? Comment, tu vois, cette différence avec le salaire et tout, ça a été pris, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, complètement. Alors moi, je vais plutôt prendre prisme employé du coup, Ouais, avec puisque je plaisir. suis salariée de Lyon et que Lyon fait partie de Maria, qui est notre actionnaire majoritaire. Et donc, c'est Maria qui va distribuer une part du capital aux salariés des écoles de Maria. Donc, Lyon est une école de Maria et il y a d'autres écoles, Maestro et Hiro. Euh, donc, comment je le perçois? Alors, bah, je suis peut-être un peu biaisée parce que j'en ai déjà pas mal entendu parler, mais c'est vrai que je pense que si je reviens 4 ans en arrière, moi, je le voyais vraiment presque comme quelque chose, pas de liquide, mais que, en fait, je ne savais pas qu'il fallait le racheter sur le mécanisme des BSPCE. Et quand j'ai appris qu'en fait, il fallait acheter ces actions, là, tout s'est embrouillé dans ma tête et je me suis dit, mais mince, mais en fait, du coup, c'est pas du tout intéressant, je préfère avoir mon salaire. Et je pense que maintenant, en ayant vu l'évolution d'une entreprise, jusqu'où elle peut aller, et même d'autres entreprises que j'ai connues au tout début, il y a 4-5 ans, et je vois ce qu'elles sont devenues maintenant, et à quel point dans cet écosystème, ça peut aller vite, et la croissance peut être très très forte. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi on propose ce type de mécanisme-là, je Ça, dirais. c'est hyper intéressant sur ce prisme employé et comme tu le dis, en fait, c'est vraiment corrélé à la destinée, à la vision de la boîte, avec cette augmentation de valeur et en fait, c'est la raison pour laquelle l'aspect long terme il est hyper important et il colle à la stratégie globale de la société, et donc du groupe, là en l'occurrence avec Maria qui détient du coup aussi les différentes écoles et qui représente l'ensemble de l'écosystème ben, de Lyon, Maria et autres. Donc ça, c'est intéressant, mais toutes ces personnes peuvent être intéressées du coup à la vision long terme sur le développement et la stratégie de la boîte. Donc Exactement. ça prend pas 1, 2 ans, non, ça c'est quelque Non. chose qui est long terme, qui est incertain parce que, ben, effectivement, ça peut prendre beaucoup et d'ici peut-être super, intéressante comme, bon, bah, on le sait, statistiquement, comme on l'a dit, ça peut aussi être, une autre histoire. Mais voilà, c'est l'idée, on le sait quand on rejoint des projets et des startups que c'est un peu plus risqué que quand on rejoint, ben, une boîte du CAC 40 qui est là depuis des centaines d'années donc mais effectivement, c'est tout l'écosystème et c'est ce, aussi, ce que fait Lyon pour, ben, donner une image et de ce qu'est vraiment l'écosystème startup, à des personnes qui voudraient, bah, en faire partie. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, une des slides les plus importantes et qui vous permet de comprendre les complémentarités qu'il peut y avoir entre les 2 et surtout aussi d'éviter d'avoir une confusion entre, bah, j'ai du capital, du coup, on me donne de l'argent, que je pourrais, du coup, dépenser comme je veux à un moment, je sais pas trop quand. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas le cas et comme tu l'as dit, Marion, en fait, c'est souvent, ben, ce qui est utilisé en startup, c'est le mécanisme qu'on voit ici de BSPCE, donc qui veut dire bon de souscription de parts de créateurs d'entreprise, qui est la même logique que stock option. Le seule différence, donc c'est, que, ben, on bénéficie d'un régime fiscal avantageux en France. Si vous avez des questions, on pourra en parler, mais l'idée aussi là, c'est de se donner les grands principes, pas rentrer peut-être trop dans le détail, même si on va essayer de balayer un maximum de questions un peu techniques, mais voilà, de retenir quand même l'essentiel, c'est tout le but et donc pourquoi ce sont les BSPCE qui sont utilisés en France par les startups? Parce que de manière très simple, c'est gratuit pour la société, donc il y a pas de coût, de charges sociales attachées,
Pareil pour le bénéficiaire, personne ne paye d'impôt quand on reçoit des BSPCE, c'est gratuit quand on donne des BSPCE, mais c'est vrai et faux. C'est vrai parce qu'on donne des BSPCE gratuitement, mais ensuite, comme l'a dit Marion, il faut les acheter parce que c'est la logique d'une option, d'un stock option. Ce qui veut dire qu'on donne le droit d'acheter une action à un prix déterminé à l'avance lorsque on donne l'option, le BSPCE. Donc, il y a un prix qui est fixé qui s'appelle le prix d'exercice et on pourra donc acheter l'action sur la base de ce prix d'exercice plus tard lorsqu'on aura l'opportunité de revendre l'action plus cher. Et là, on touchera la différence entre ce prix d'exercice, mettons qu'il soit à 10, et si on revend l'action ensuite qu'on a acheté à 10 sous réserve des conditions qu'on va voir juste après, et qu'on la vend à 100, eh ben, on gagne 90. C'est toute l'idée, et multiplié par le nombre de BSPCE qu'on a. Et cette augmentation de valeur, bah, vous y participez en rejoignant le projet, en travaillant, et après différents cycles. Et le cycle, on va le voir ensuite. Et donc déjà, côté plus employeur, pourquoi partager le capital? Bah, tout simplement pour des questions assez évidentes, hein. C'est du bon sens, ces 4 points, mais bon, c'est toujours bien de se rappeler un peu ce bon sens. C'est de recruter, d'engager, aligner et récompenser. Donc, si on les prend un par un, recruter, c'est aider à recruter. Bah, forcément, on va être plus compétitif d'un point de vue salaire par rapport à de grands groupes qui ont les moyens de pouvoir payer un prix du marché, voire au-dessus. Et vous qui commencez un projet en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse et qui n'avez pas la même trésor, l'idée de partager le capital et cette augmentation de valeur qui peut représenter beaucoup est hyper attractif. C'est vraiment un des arguments les plus puissants qu'une startup peut avoir, mais pas que, hein, on est d'accord, ça fait partie de ce tout dont on a parlé. Ensuite, engager, ben oui, c'est du long terme, on l'a vu, participer à la construction, avoir un sentiment d'appartenance au projet quand on est intéressé au capital, au niveau collectif, au niveau de la boîte, au niveau des valeurs. Mais encore une fois, ça fait partie d'un des éléments qui permet d'être engagé dans un projet, hein, on est d'accord. Aligner les intérêts, ça c'est important de le mentionner. Pourquoi? Bah, parce que ça veut dire quoi aligner les intérêts et de qui? Donc aligner les intérêts sur la réussite long terme, donc dont on a parlé avec, l'aspect capitalistique et avec qui? Bah, ce sont les parties prenantes. Comme l'a dit Marion, elle est employée de Lyon. Ensuite, on a, bah, des investisseurs qui ont aussi financé Maria, qui ont financé aussi ces différents projets, qui eux aussi ont mis de l'argent dans la société et qui croient au devenir de la société et qui ont vocation, bah, à pouvoir toucher, une plus-value sur cet investissement. Le retour sur investissement, ils l'attendent, comme, bah, des employés qui peuvent être intéressés au capital et ben, les derniers, c'est qui? Bah, ce sont quand même les fondateurs. Donc en fait, on a les fondateurs, les investisseurs et les employés, voire même des fois une communauté qui peut être alignée à la réussite future et capitalistique du projet. C'est toute l'idée de l'alignement des intérêts et c'est cette théorie un petit peu, voilà, d'augmentation de valeur, capitalistique et de pouvoir récompenser ces différentes parties prenantes en les alignant sur ça, même si, bah, on le sait, hein, les intérêts des employés, des fondateurs et des investisseurs, bah, des fois, ils ne sont pas forcément alignés, hein, on est d'accord? Pas toujours alignés, mais ça au moins, ça y participe dans une, certaine mesure. Et enfin, récompenser, bah oui, il faut quand même se monétiser cet intéressement, ce que disait Marion, bah oui. Comment? Avec une vente de la société, avec un rachat des actions, comment ça se passe? On va en parler un petit peu, mais on va accélérer sur ces éléments. Toi d'ailleurs, c'était ce qui t'avait été présenté Marion, par un donc c'était Annabelle qui t'avait présenté ça? Non, c'était, Ouais, c'est Agnès, ouais, c'est la Agnès. CEO Ouais. de Maria. Complètement. Moi, oui, elle nous l'a présenté. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, en fait, bon, j'ai peut-être du mal à le réexpliquer ensuite, mais sur le coup, j'ai trouvé que j'avais bien compris les différentes notions. Et ça, je trouve que c'est assez important. Enfin, en fait, j'ai vachement apprécié d'avoir quelqu'un qui fasse l'effort de comprendre pour nous le retranscrire à nous, parce que c'est des notions qui ne sont pas forcément évidentes. Moi, je vais le comprendre parce que je me dis, je vois depuis 4 ans, 5 ans chez Lyon à quel point la contribution individuelle de chacun crée une valeur qui est très très forte. Et donc je me dis, bah oui, en fait, on participe à cette croissance. Et donc, oui, bien sûr qu'on peut être rémunéré en salaire, bien sûr qu'on peut être rémunéré en bonus, mais je comprends d'autant plus la part du capital. Et donc, c'était important de comprendre un peu les mécanismes en fonction de quand est-ce qu'on était arrivé, qu'est-ce qu'on allait toucher, comment ça allait se passer administrativement, juridiquement, etc. Et aussi, je trouve, c'est pas mal de rappeler que c'est aussi, enfin, c'est cool d'avoir des fondateurs qui sont OK de partager leur capital. Enfin, ça devient un peu une évidence dans les startups et on en parle beaucoup, mais c'est pas une obligation. Et je trouve que ça participe aussi à la confiance qu'on a
dans l'équipe qu'on est en train de créer. Et enfin voilà, c'est aussi une Ouais. notion à avoir en tête, je trouve, qui, dans les valeurs en fait qui sont à transmettre. Voilà, quand on est en process de recrutement, par exemple, se demander bah, est-ce que vous partagez le capital? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous... Voilà, un peu ça, cet environnement de confiance qui, je trouve, est important parce qu'on travaille beaucoup, parce que ça va très très vite, que tout change en permanence et on a besoin de se sentir faire partie d'un organisme un peu fort, quoi. Non, c'est hyper intéressant ça, sur ce point notamment où tu dis, bah, c'est pas obligatoire. Effectivement et bon, la majorité, il y a plus de 60, on avait fait des sondages, il y a un petit moment, ça date de 2019, ce qu'on avait fait comme sondage, mais il y en a d'autres qui sont sortis et donc la majorité des startups utilisent, pour des raisons assez évidentes et qu'on voit là, donc l'intéressement au capital, mais elles sont pas du tout obligées, hein et puis après, il y a d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés, la participation, l'intéressement, ça, c'est des mécanismes plutôt pour partager aussi donc bah, comme pour avoir un 13e mois, en fait, c'est sous réserve, bah, de générer aussi des revenus, ça évidemment, bien sûr, mais également de pouvoir être rentable si on veut participer aussi, donc à génération de bénéfices ou autre, pour partager en fait il faut cet, argent qui est généré, bah, il faut encore, l'avoir et être rentable pour pouvoir le faire et se permettre justement de distribuer un petit peu, ce 13e mois si on peut et donc sur les startups, la logique est souvent d'avoir, du coup, du capital, de peut-être pas forcément avoir une rentabilité tout de suite, même si ça change un petit peu, comme on a pu l'observer depuis, 2010 où il y avait beaucoup de startups qui levaient des fonds et cetera et qui n'étaient pas forcément rentables et cette logique de, winner take all, takes all et donc de pouvoir avoir plus de parts de marché, en étant très gourmand en capital sans avoir un modèle économique peut-être rentable. Mais bon, peu importe, je digresse. Mais voilà, vous voyez cette logique. Et donc sur les notions essentielles, ça c'est hyper important de les avoir en tête sur le capital, la valeur d'une action, une société privée. Ça revient aussi à ce qu'on a vu. Bah, bien sûr, le capital, il est composé d'actions. Les stock options donnent, donc les BSPCE, le droit d'acheter une action à un prix fixé. Ensuite, il y a la valeur de l'action, comment c'est fixé? Bah, souvent sur, la base d'une levée de fonds, et souvent pourquoi sur la base d'une levée de fonds? Bah, parce qu'une société privée, donc toutes les startups, toutes les sociétés qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé comme le Nasdaq ou autre, hein, n'ont pas de valorisation, qui sont données, comme ça au jour le jour et c'est donc des actions qui sont avec une valeur qui a été fixée à un moment T mais qui ne sont pas ensuite liquides. On n'a pas de marché avec des acheteurs, qui peuvent, voilà, permettre de monétiser, même si on observe aussi des différents projets qui veulent permettre de créer de la liquidité. Mais bref, passons et donc les sociétés publiques, là, effectivement, c'est quand, bah, la société est entrée en bourse et peut, pouvoir, ben, permettre d'avoir des actions qui sont traitées et en gros, échanger sur ce type de marché. Mais bon, les startups souvent, il faut un petit peu de temps avant d'arriver à ce niveau-là, à minima, 5, voire 10 ans pour les plus rapides. Par exemple, Blablacar pense à une introduction en bourse aujourd'hui, et ça fait quand même un petit moment qu'ils existent, à titre d'exemple. Après on a, bon, Farfetch qui est rentré par exemple aussi en bourse, et donc ça a mis un petit peu de temps à ce qu'il se développe. Bref, ce sont des exemples. Mais vous en connaissez des encore plus connus, hein, comme, Uber, comme, voilà, Lyft, Airbnb se pose la question, ils sont entrés en bourse, je crois, je sais plus. Bref, voilà et ça, c'est effectivement le cycle de financement assez classique des startups. Donc pour synthétiser, vous connaissez peut-être déjà, hein, les noms précis de seed, série A, série B et C. En fait, ça, c'est juste, des termes indicatifs permettant de se dire: «OK, en fonction d'un financement et de la maturité de la société, on a un peu ces phases». Et ce qui est là synthétisé sur cette slide, que j'apprécie beaucoup, mais c'est pour dire, voilà, en précis, c'est quoi? Bah, en fait, il y a des business angels, le friends and family, donc en fait, c'est les proches qui investissent plus pour vous que pour votre projet en tant que tel, sauf peut-être des business angels qui, eux, y voient un intérêt ou que vous connaissez de près ou de loin et ensuite on passe, au seed et au seed souvent, c'est le moment où aussi on va mettre en place cette, politique d'actionnariat salarié, mais peut-être un peu plus tard, hein, ça dépend, c'est pas forcément une vérité, mais c'est ce qu'on observe en pratique et ce seed, c'est quoi? Bah, c'est souvent, bah, quand on a aussi un premier tour de financement peut-être plus important que celui qui a permis en pré-seed. Pré-seed, c'est quoi? Bah, c'est l'amorçage. On amorce là, le seed aussi, hein, ça reste très jeune, et on réserve un pourcentage du capital. Pourquoi? Bah, parce qu'on va vouloir ensuite recruter en fonction du plan de recrutement, comme on prévoit le salaire, la masse salariale, et cetera. De la même manière, côté capital, on a cette logique par analogie et ensuite série A, bah, voilà, on développe la maturité du projet, la valorisation augmente. Ici, on peut voir 1 000 000, 6 000 000. Bon, c'est des données comme ça un peu, farfelues peut-être en termes de valorisation, mais
pour arriver à quoi? À ce fameux exit. Donc voilà, vous voyez, hein, feu d'artifice, et cetera. Mais en fait, c'est quoi? Monétisation. Monétisation, donc ça peut prendre 2 formes principalement. Bon, l'entrée en bourse qui statistiquement est quand même plus rare et la vente de la société. Et la vente de la société, c'est, ben, un acteur plus gros, qui peut être un fonds, qui peut être, un industriel ou autre, ou une startup beaucoup plus grosse, rachète votre projet pour l'intégrer et c'est à ce moment-là où vous pouvez vendre et la plupart du temps, c'est le cas le plus classique de monétisation de votre intéressement. Mais pour avoir une notion aussi en termes de délai, du pré-seed à l'exit, assez souvent, 7 à 10 ans, hein, voire peut-être plus. Et ce qui est à mettre en lien avec ce fameux calendrier d'exercice. Et donc ça, c'est quoi? Bah, en fait, pour finir un peu ces notions essentielles et parler peut-être un peu plus concret, avec toi aussi Marion, c'est que ce calendrier d'exercice, c'est on vous donne des BSPCE, mais c'est pour vous fidéliser sur du long terme. Bien sûr, c'est, entre 7 et 10 ans pour une potentielle monétisation en moyenne, peut-être un peu plus rapide, ça dépend, hein, c'est une moyenne que je donne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, si je vous donne 100 BSPCE à un prix d'exercice qui est de 10 €, bah, en fait, je ne vous donne pas 100 BSPCE tout de suite que vous allez pouvoir, exercer, donc acheter les actions, tout de suite. De toute façon, ça n'aurait aucun intérêt parce que l'idée, c'est que je vous donne des BSPCE à un prix qui est 10, mais que vous pourrez ensuite toujours acheter à 10 et dans le même temps, ben, l'augmentation de la valeur a eu lieu de votre capital. Donc la valorisation a grandi et donc votre prix par action est passé de 10 à 100, comme on s'est dit tout à l'heure, et vous pouvez éventuellement générer une plus-value de 90 avec un exit. Donc on voit à la fin, là, ça rejoint un petit peu la slide juste d'avant avec cet exit et du coup la monétisation. Mais avant ça, il y a ce fameux calendrier d'exercice. Et ça, c'est donc progressivement, quand vous êtes dans la société, en fonction de votre ancienneté dans la société, ben, vous allez avoir le droit de pouvoir acheter ces actions basées sur ce vesting qui est le calendrier d'exercice. Et comme vous le voyez là, bah, vous êtes employé avec ce petit œuf là. Voilà, donc on vous donne des BSPCE quand vous êtes employé. Et là, vous avez ce qu'on appelle le cliff. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme une période d'essai qui est souvent de 1 an. Et en moyenne, on observe ce calendrier d'exercice est de 4 ans. Ça veut dire qu'il faut que vous restiez au moins 4 ans dans la société pour avoir, si l'exemple qu'on donnait, on le garde, 100 BSPCE. Donc, on vous a donné 100 BSPCE, mais c'est au bout des 4 années que vous pourrez acheter les 100 BSPCE à 10 €. Voilà. Et si vous restez moins d'un an, ça c'est ce qu'on appelle le cliff qui est généralement d'un an et qui est c'est 4 ans dont le cliff, donc qui est compris dans ces 4 années. Bah, si vous partez avant cette première année, eh ben, vous avez le droit de rien exercer. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle le cliff parce que graphiquement, ça représente le fait que vous ayez sécurisé la possibilité d'acheter au moins 25 des BSPCE qu'on vous a donnés au total. Donc si on prend encore une fois l'exemple, ça veut dire 25 sur les 100. Donc là, vous pouvez éventuellement les exercer. Donc, du coup, Florent, si tu pars après donc le premier petit bonhomme, c'est 25, le deuxième 25, le troisième 25, le quatrième 25. C'est Si tu ça, pars après la deuxième année, tu as 50. c'est ça. Et OK. après, c'est ce qu'on appelle effectivement la fréquence du vesting après avoir passé le cliff. Là, on le voit avec les petits bonhommes, c'est année par année, mais ça peut être aussi avec une granularité un peu plus fine. Et c'est souvent aussi ce qu'on observe en pratique, c'est-à-dire que trimestriellement, ou mensuellement, on acquiert petit à petit ce droit d'exercer les BSPCE. Voilà. Ça, c'est des logiques un peu plus techniques, mais c'est important de le mentionner ici. Et effectivement, si tu pars donc, au bout de la deuxième année, tu as eu 50%. Donc tu as le droit, en théorie, d'acheter 50 sur les 100 BSPCE qu'on t'a donné. Et donc là, c'est ce qu'on appelle donc une personne qui quitte la société. Tu peux ou non décider d'acheter tes actions en exerçant tes BSPCE. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire que vous allez acheter. Et donc, en fonction du prix d'exercice, ça peut être une certaine somme. Moi, l'exemple que je peux vous donner, quand j'étais intéressé à la oui, je devais payer environ 10 à 15 000 euros, je ne sais plus exactement. Bon, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas la somme et bon, pour des raisons qui me concernent. Mais ensuite, on prend ce risque. Donc là, en fait, on met une petite casquette d'investisseur en se disant, bah, moi, je suis employé maintenant, je quitte la société, donc est-ce que je vais acheter? Et ensuite, c'est les conditions qui sont dans vos documents que vous allez signer sont hyper importants. C'est pour ça que c'est très important de les lire et de bien les comprendre. Et ça, nous, sur la plateforme, justement, on permet d'accéder à ça et de faciliter la compréhension. Bref, mais bon, je passe la partie promo de Seed Legals, mais c'est important vraiment d'avoir ça à la fois côté société et côté bénéficiaire. Et donc là, un peu en pratique,
du coup, toi d'ailleurs, tu as un vesting, si on revient sur ça, de ton côté Marion, avec le plan de BSPCE que vous avez. C'est quoi un vesting? Et alors, du coup, le vesting, c'est le fameux calendrier d'exercice. Ah, le calendrier, ok, ok. Donc Ouais, 25, 25, 25, 25. Et ben nous, c'est 25, enfin, c'est 25 par an. Avec un accélérateur en cas de levée, de nouvelle levée, je crois, ou ou de de vente. vente. Plutôt D'accord. en cas de vente, En cas de peut-être. vente, ouais, c'est Ouais. pas non, ouais, généralement, c'est pas Non, en cas oui, de vente, j'imagine. Donc, effectivement. si Maria est vendue alors que enfin, que c'est dans 2 ans et que normalement j'ai que 50%, eh ben, j'obtiens les 100. Ouais, ça C'est ça? accélère ce fameux Ouais. vesting, exactement. Le calendrier d'exercice, du coup, est automatiquement accéléré, d'où le terme de clause d'accélération, parce que la vente de la société, donc la monétisation dont on parlait, le fameux exit, là, avec le bonhomme musclé tout bleu, et ben là, en fait, lui, il intervient, disons, à la deuxième année où on n'a eu que 50%, comme tu as dit, ce qui veut dire que le reste est automatiquement acquis parce que cette clause est prévue dans votre document. C'est Ouais. aussi une pratique assez intéressante. Il peut y avoir des petites différences dans comment ça accélère ou pas, mais bref, voilà, l'idée, en tout cas, c'est assez intéressant de le préciser. On a une petite question dans le chat. Est-ce que ces éléments sont négociables au cas par cas, bien identiques? C'est une super question. Et ça, d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec des éléments un peu concrets. Heu, là, avec la pratique. Donc là, on va en parler notamment avec l'onboarding. Est-ce qu'on négocie dans le cas du recrutement? Ça fait une super transition, merci pour la question. Donc question à se poser quand on est en recrutement, que ce soit côté employé, tu vois, de ton côté Marion, côté aussi entrepreneur. Je peux prendre cette casquette et donc là, typiquement, comment parler en entretien? Comment formuler une offre orale? Comment formuler une offre écrite côté, entrepreneur et donc côté, boîte? Mais du coup, toi, tu avais un peu négocié et est-ce que c'est négociable? Enfin, comment toi, tu avais vu ces différents éléments, de ton côté, Marion? Alors moi, j'ai pas du tout eu la perception que c'était négociable. J'ai plutôt eu la perception que il y a eu peut-être plutôt une négo entre les fondateurs et les investisseurs sur voilà un peu tous les éléments qui devaient être pris en compte, mais qu'une fois que c'est présenté aux collaborateurs, c'est présenté et il n'y a plus de marge de négociation. En tout cas, enfin moi, c'est comme Non, ça mais que je l'ai ressenti. non et pour, du coup, compléter ce point, effectivement, c'est très peu négociable. La seule chose qui est négociable là-dedans, c'est combien de temps on a, en fait. Le seul vrai, levier de négociation, donc pensez-y, que si vous en discutez avec, des recruteurs lors d'un entretien ou autre, ou même avec la société dans laquelle vous êtes, la boîte, heu, parce que les autres conditions, c'est des plans qui sont effectivement, comme l'a dit Marion, négociés, au niveau donc, du board, au niveau des investisseurs. Déjà, est-ce qu'on met en place un plan d'actionnariat salarié? Déjà, ça, c'est ce qu'on s'est dit, au tout début. Ensuite, combien au global, on devrait réserver au capital pour intéresser nos salariés? Ça, d'un point de vue, prisme employeur et donc fondateur, c'est aussi de se dire: «Bah, OK, est-ce que je vais intéresser tous mes salariés? Non, qu'une partie? Comment faire?» C'est une politique un peu RH par analogie avec une logique, de salaire et de bonus ou autre, mais là sur l'aspect capital et donc ensuite sur les conditions, le vesting et cetera, c'est pareil pour tout le monde. Donc de votre côté, ce qui est négociable vraiment, c'est combien on va vous en donner et encore, on peut vous opposer bien sûr: «Ah mais j'ai une grille, une politique et cetera», mais comme on peut vous opposer ça d'un point de vue salaire? On peut dire: «Mais non, mais j'ai une grille de salaire, voilà, je peux pas». Après c'est de la négo. Donc ça c'est le contre-argument côté employeur: «Ah mais j'ai une grille donc je peux pas, trop, j'ai pas de flexibilité». Vous, vous pouvez dire: «Bah oui, très bien, bah super, bah moi je suis à ce prix-là», bref, vous discutez, vous faites preuve de négociation, et que vous y retrouvez tous les 2, c'est l'essentiel. Et après, comment en parler en entretien? C'est intéressant ce que tu as dit aussi, Marion, sur, poser la question aussi, est-ce qu'il y a une politique, si c'est pas déjà présenté de la part, de l'employeur en entretien? Si oui, pourquoi? Et un peu comment ça se passe? Est-ce que c'est tout de suite, sur des petits éléments? Peut-être pas rentrer, tout de suite dans les éléments techniques et je pense que c'est pas non plus peut-être dans le premier entretien. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, Marion? Bah, je pense que c'est comme le salaire, c'est peut-être au moment où on a passé plus. Après, il faut toujours demander comment ça se passe et le Ouais. package de rémunération. Et je pense que c'est pas du tout un problème de demander comment est constitué le package de rémunération, si c'est intéressant pour nous et si on tient à avoir de. Enfin, je pense que ça peut vraiment jouer dans la balance
de se dire on rejoint cette boîte, on sait qu'on prend un risque, mais on y croit énormément. Et donc, ça fait d'autant plus sens d'avoir de l'equity dans cette boîte versus une autre ou un peu moins parce qu'elle est déjà à un stade de croissance très, très élevé. Enfin, Ouais, je pense que ça clairement. peut aussi jouer dans... enfin, moi, je prends le prisme de l'employé de... Non, mais tu as raison. On Et fait sur ça, aussi c'est un peu notre quand est-ce que tu rejoins, groupe. tu vois? Ouais. Là, et c'est les stades de financement dont on parlait, en fonction, est-ce que tu rejoins un projet plutôt assez jeune en seed versus un projet en série B, C, donc qui est plus mature? C'est clairement ça, parce que le gap aussi en termes de prix d'exercice et de plus-value que vous pouvez potentiellement générer. Vous êtes peut-être plus proche de l'exit, mais du coup, vous rédigez un peu ce risque. Donc forcément, la valeur et la plus-value que vous pourrez toucher sera moins importante que si vous Mm. preniez le risque. En fait, l'aspect capital, il est corrélé beaucoup. En fait, votre gain, plus il peut être potentiellement élevé, c'est parce que proportionnellement, inversement proportionnellement, plus le risque est élevé. Donc c'est ça l'idée. Donc plus vous rejoignez tôt le projet, plus ça peut éventuellement rapporter gros, mais comme ne pas rapporter du tout. Et ça, c'est une logique, en fait, pareil, la ligne, enfin, le lien et le parallèle avec la logique d'investisseur est intéressante là-dessus. Ouais, exactement. Donc, je suis d'accord avec toi, hein. En tout cas, faut en parler, c'est sûr. Effectivement, rentrer dans les détails et de la négo, ouais, Ouais, et puis ce qu'on dit chez Lyon, surtout en parlant pas mal justement de, en fait, évaluer en entretien la startup comme le ferait un investisseur et donc poser des questions. On peut aller assez loin. Si la startup est au début, ça peut toujours être intéressant de demander au fondateur, bah alors du coup, toi, c'est quoi ta vision sur plusieurs années? Où est-ce que tu as envie d'aller? Et tu penses que l'équipe, elle sera comment dans 5 ans, dans 10 ans? Et ça peut permettre d'avoir des petits éléments sur, oui, bien sûr que je suis en train de prendre un risque, personne ne peut savoir si ça va cartonner ou pas, mais quand même, j'ai l'impression que l'équipe fondatrice est assez solide pour atteindre ces objectifs-là, et j'ai confiance et j'ai envie d'y aller. Et voilà, c'est vrai. Et je pense que les investisseurs, les business angels, même au tout début, font exactement cet exercice-là et posent ces questions-là. Donc, il n'y a pas de raison que le collaborateur ne le fasse pas, surtout s'il y a le package de rémunération en capital pour partie. clairement. Et effectivement, si vous faites ça en entretien, ça peut donner lieu déjà à des bonnes discussions et savoir vraiment où vous allez mettre les pieds. C'est top. Et après, sur l'offre qui pourra vous être faite, bon, déjà une offre orale, ok, combien, on se met d'accord plus ou moins. Une offre écrite, ça peut être mentionné dans l'offre écrite, promesse d'embauche, etc. Est-ce que vous allez avoir tout de suite, c'est là le point, peut-être les documents, ça fait le lien peut-être à la suite sur, bah voilà, vous avez passé les entretiens, vous êtes recruté. Donc, comment ça se passe une fois que vous êtes dans la société, d'un point de vue, du coup, est-ce que c'est dans le contrat de travail? Comment vous actez ça? Heu, et quand signer les docs? Comment expliquer le fonctionnement? Donc toi, comment tu as ressenti un peu ces éléments avec, ton expérience, Marion? Alors, euh, moi, nous, enfin, alors du coup, j'ai eu la communication sur les BSPCE, enfin, toute l'équipe en janvier, si je dis pas de bêtises. Et là, on est encore en attente. Enfin, du coup, on n'a pas eu de nouvelles et on a su qu'on n'avait pas eu de nouvelles parce que document juridique en cours de rédaction. Et voilà, enfin, moi, enfin, je sais ce que c'est les paperasses juridiques, donc je sais que ça prend du temps. Euh, mais bon, du coup, enfin, voilà, ça fait 6 mois et pour l'instant, donc j'ai aucune idée de quelle forme ça prend et de ce qu'on va me demander de signer. Et ça, du coup, pour, te rassurer, c'est toujours ce Normal. qu'on entend. Et c'est pour ça que, en passant par des plateformes comme la nôtre, ce petit moment promo, jingle, mais en gros, c'est ça l'idée, c'est vraiment de faciliter cette génération de docs sur des sujets qui sont aussi stratégiques. Et donc, souvent, après, ça peut être la politique de la société. Par exemple, chez nous, chez Seed Legals, en fait, on a une politique d'intéressement capital, mais ce n'est qu'au bout d'un an qu'on en parle et que les personnes vont être éligibles à cet intéressement capital et où on présentera, on discutera de combien on va avoir, des conditions qui vont être celles du plan d'intéressement au capital et de rentrer un peu dans le vif du sujet et de signer la documentation et d'être, au clair là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi un document, différent du contrat de travail? Parce qu'on est sur une logique de capital qui est un peu différente de celle, du contrat de travail, droit social d'un point de vue, juridique et heu, pur droit. Et ça se rejoint un petit peu d'un point de vue RH, d'un point de vue, recrutement, on est d'accord, hein. Mais d'un point de vue donc, juridique, effectivement, c'est du capital. Ça fait donc l'objet de documents qui sont différents, qui sont distingués volontairement, du contrat de travail. Et c'est pour ça aussi, qu'on a toujours cette fameuse question: «Ah mais du coup, c'est en cours».
côté avocat, et cetera, draft, avec le pacte d'associés. Comme ça rejoint ce fameux alignement, tout le monde est aligné sur le capital. Et donc, il faut que ce soit cohérent, cette documentation, avec les fondateurs qui ont signé aussi un pacte d'associés avec des investisseurs qui sont donc intéressés au capital et que tous ces documents-là aussi avec les salariés qui sont intéressés au capital soient en cohérence, soient bien câblés. Et donc, ça peut prendre du temps avec les cabinets d'avocats qui interviennent et tout. Et d'où l'idée chez nous de faciliter tout ça et de rendre le process beaucoup plus simple, transparent. Et aussi l'idée de pouvoir ensuite donner un accès aux employés pour suivre et pour savoir le vesting et savoir où on en est, retrouver mes documents faciles parce que ces docs, bon, pour les avoir fait, rédigés, donc que ce soit en dehors d'une plateforme, avec une plateforme, communiquer aux employés, d'une boîte et autres, bon, vous les lisez une fois. Après, bon, souvent, si on vous les donne papier, bon, on y est plus trop, mais vous les perdez ou quoi, hein, on ne sait plus trop où ils sont. Et c'est le moment où vous dites: «Ah, mais du coup, c'était combien? C'est quoi la valeur de la boîte et tout?» Vous voulez peut-être aller chercher. Souvent, quand vous allez retourner dans ces documents, si vous n'êtes pas juriste ou si vous n'êtes pas super curieux sur ce genre de choses, parce que c'est pas des documents très sympas à lire, hein. C'est pas une nouvelle, hein. Donc c'est quand vous allez soit quitter la boîte, soit quand, vous voulez potentiellement monétiser ou il y a une question qui se pose comme ça et vous allez voir ces éléments. Donc effectivement, c'est important d'avoir ça en tête et comment expliquer le fonctionnement? C'est ce que disait Marion. Il faut que la boîte propose des petits moments, de pédagogie sur ça. C'est essentiel, vraiment essentiel et après Euh, sur ouais. Florent, juste avant que tu passes à la slide après, il y a une question sur justement la signature des BSPCE pour un salarié en période d'essai. La question de Valérian, c'est est-ce qu'il y a une contre-indication à faire signer des BSPCE pour un salarié en période d'essai? Ouais, effectivement, la contre-indication, c'est en fait de ne pas perdre de temps tant que la personne n'est pas, présente dans la société, donc n'a pas eu sa période d'essai validée. Généralement, ce qui est recommandé, ce que je recommande aussi, c'est d'attendre la fin de la période d'essai pour pouvoir faire cette documentation. Plutôt que de la faire tout de suite, signer les documents, passer du temps à expliquer, avec toute la pédagogie qui est nécessaire pour bien comprendre au moins les principaux éléments de cet intéressement. Heu, on sait que le temps, c'est quelque chose de très important, que notamment quand on est une start-up, mais pas que, c'est essentiel et donc d'un point de vue, équipe fondatrice et fondateur, il faut, du coup, plutôt passer du temps avec ceux, qui sont dans la boîte et dont on est sûr. Parce que si, bon, la période d'essai n'est pas bon, si elle est reconduite et après validée, OK, mais si elle n'est pas, validée et qu'on décide de se séparer, bon, on a perdu un peu du temps, hein, pour rien. Donc Hmm. effectivement, la reco, c'est ça. À la fin de la période d'essai, on met en place le plan, c'est signé et on attribue. Après, c'est toujours, sous réserve d'avoir tout qui est déjà bien câblé, les documents là, et cetera, hein, c'est ce qui est peu le cas, souvent. Heu, il y avait une autre question? Non? Non. Valérian, ça répond à ta question? Ouais. Top. Ah, super, merci. Parfait, merci à toi. Et donc là, sur cet aspect, on parlait de l'onboarding. Sur le développement, la boîte vient de lever des nouveaux fonds, en tout cas a grandi, elle est devenue plus mature. On peut repenser du coup au cycle avec ce fameux schéma ici. Donc on est passé, disons, du seed à la série A. Donc voilà, ça a grandi, ça a mis peut-être 1 an et demi à arriver à ce stade. Et donc la valeur de la société, la valorisation, a augmenté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment gérer l'attribution de BSPCE pour des nouveaux employés côté boîte? Souvent, de votre côté, si vous êtes toujours présent, si on prend le prisme employé, il y a une augmentation de valeur. Et donc là, en fait, est-ce que vous allez exercer les BSPCE que vous avez déjà eus? Si vous êtes toujours salarié de la société et que vous comptez le rester, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque c'est le moment où il y aura une monétisation. Donc, si la question se pose peut-être lors d'un tour de financement d'une monétisation éventuelle, de toute façon, vous, en tant que salarié, vous en serez informé que si vous êtes concerné. Et ça, c'est de la négociation entre les fondateurs et les investisseurs. Donc, ce n'est pas de votre ressort. Vous pouvez éventuellement demander à est-ce que ça sera possible d'être monétisé à ce moment-là. Mais les fondateurs et tout, ils n'aiment pas trop être embêtés sur ces sujets lors des levées de fonds. Ils ont beaucoup à gérer déjà. Et donc, l'idée, encore une fois, sur cet intéressement, c'est une monétisation, en principe, quand tout le monde peut retoucher leur investissement, que ce soit les investisseurs, que ce soit les fondateurs, que ce soit les employés, lors d'un exit de la société. Et donc, comment intéresser, gérer l'attribution des nouveaux? C'est la politique d'intéressement au capital un peu globale de la boîte, sur combien j'en donne à qui, comment, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Marion, sur ça?
Oui, alors ça, j'avais pas du tout en tête avant qu'on nous le présente chez Maria. Donc, de ce que j'ai compris, c'est un peu en fonction du poste que tu as, enfin de ton niveau en tout cas de ton niveau, Mmh. tu vois, enfin de Non, ton mais c'est niveau, ça, hein. quoi, en fonction de manager, opérationnel. Ouais, Euh, alors, je sais plus très bien, mais il me semble que tu as aussi, en fonction de ton ancienneté, euh, ouais. enfin, parce que nous, en l'occurrence, on est une boîte qui existe depuis plusieurs années et c'est seulement maintenant qu'on met en place le mécanisme. Donc, je crois que ça a été pris en compte aussi Ouais. l'ancienneté. Et voilà, je crois que c'est ces Et ça, deux c'est ouais. grilles-là. Et en fonction, du coup, tu arrives dans un carré et tu as un nombre de BSPCE qui t'est attribué. Ouais. Et ça, effectivement, c'est la fameuse grille dont on parlait. Comme on peut avoir une grille de salaire par analogie, bah, on a un peu la même logique avec l'intéressement au capital. Combien en donner en fonction de quels critères? Et ça, ces critères, ben, ce sont pas des critères farfelus, hein, c'est généralement, ok, comme tu l'as dit, ton niveau de responsabilité, ton poste, ton ancienneté, ton expérience. Tu peux avoir différents critères. La plupart du temps, ce sont ceux-là. Mais il peut y en avoir d'autres, en fonction, bah oui, du moment où tu as rejoint aussi l'entreprise, si elle était très jeune, bah, du coup, le fait que tu sois resté, mais c'est un peu corrélé à l'ancienneté, mais au moment où tu rejoins, tu en as plus ou moins, et cetera. Il peut y avoir ce type de logique, mais vraiment penser quand c'est ça à une logique en fait classique, si ça peut vous aider, donc comme un salaire. On peut avoir une augmentation. OK, oui, bah pourquoi? Bah parce que vous avez eu une promotion. Et donc là, pareil, si vous êtes resté un peu longtemps dans la boîte et qu'entre-temps, bah, il y a eu une levée de fonds, peu importe, vous êtes resté, vous êtes promu, bah, vous pouvez demander à avoir éventuellement de nouveaux BSPCE. Ça peut se faire. Et ce qu'on appelle voilà, des nouvelles attributions. Et en anglais, comme on adore les anglicismes en startup, c'est les refreshers. Voilà, il y a ce type d'éléments. Et vraiment très simple à comprendre ici, hein. Il n'y a pas de spécificité, hormis le fait que oui, un élément, c'est que bah, la valeur aura augmenté de votre boîte. Donc, si on vous donne de nouveaux BSPCE suite à une nouvelle levée de fonds, bah, ce prix d'exercice, si on reprend notre exemple, il était 10, disons, en seed, en série A, il est de 50, bah, vous allez avoir des BSPCE qui ont un prix d'exercice de 50 parce qu'il est basé par référence à cette nouvelle valorisation de la société. Donc, vous voyez tout l'intérêt potentiellement de rejoindre une société très jeune, mais corrélée au risque dont on a aussi parlé, parce que ben, on peut avoir un prix d'exercice d'une action qui est faible, qui est de 10, versus quand on rejoint une boîte qui est en série A ou série B, qui est de 50 ou 80 ou 100. Et donc, vous, la plus-value potentielle lors d'un exit, voilà, forcément, sera un peu moins élevée. Voilà l'idée. On a une Ensuite, question, Florent, oui, sur quel pourcentage peut-on espérer, par exemple, pour quelqu'un qui a 7-8 ans d'expérience. Mais je ne sais pas si tu peux répondre s'il non, y a bien des sûr. grilles, mais Non, 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 c'est hyper intéressant cette question. Pourquoi? Parce que déjà, il ne faut pas raisonner trop en pourcentage. C'est souvent ce qu'on observe. Mais en fait, on a plusieurs façons de raisonner. De toute façon, c'est en nombre de BSPCE. Et donc, en fonction du nombre de BSPCE, en fait, il correspond à quoi ce pourcentage? C'est aussi ça, hein. Parce que dans une société, effectivement, on parlait tout à l'heure des notions essentielles et du capital. Donc, on est intéressé au capital. Donc, ce qu'on représente, nous, en BSPCE qui nous sont donnés, si on reprend l'exemple des 100, et ben, du coup, c'est 100 sur combien qui nous donne un pourcentage? Bah, c'est 100 sur le nombre total qui compose le capital d'actions, donc total d'actions qui compose ce capital, plus toutes les options qui sont dans ce capital aussi, qui donnent accès à ce capital. Et c'est ça, en gros, le dénominateur du nombre de BSPCE qu'on a. Et qui détient ces actions et ces options? Bah, ce sont les fondateurs, les investisseurs et les autres employés qui sont intéressés au capital. Et donc, nous, on a ce pourcentage-là. OK, très bien. Mais du coup, vous, en fait, vous êtes intéressé sur l'accroissement de valeur de ces actions. Donc, si on vous dit, on va vous donner, allez, disons 5% pour des sociétés. Donc là, si on revient 7-8 ans d'expérience, c'est en fonction aussi de degré de maturité de la startup que vous allez rejoindre. Si vous rejoignez une startup assez early stage, bah, vous pouvez vous dire, OK, en fonction de votre poste, 7-8 ans d'expérience, je vais être, je sais pas, head of sales ou responsable opérationnel, par exemple. Je dis, ce que je peux voir passer. Bah là, vous pouvez vous dire, OK, entre 0,5, 1%, voire 2%, c'est de la négo. Sachant que c'est 5 à 10% au global, ce qui est réservé au capital pour des sociétés early stage, donc seed série A, voire peut-être un peu plus, mais ça, c'est la boîte qui voit. Donc, si on vous donne à vous entre allez, 0,5 à 2-3%, bah, ça veut dire on donne combien aux autres?
Donc voilà, ça, c'est pour des sociétés peut-être un peu early stage et ça dépend. Ça revient à ce que tu disais, Marion, on n'a pas de vérité absolue hein, sur ça. Euh, et si on rejoint une société plus mature, disons une société en série A, post, qui a déjà pas mal développé son projet, autant vous dire que le pourcentage, ce ne sera pas 1%. Hein. Même si tu as 7-8 ans d'expérience, ce sera plutôt 0,01 ou 0,2, ou enfin, je sais pas. Après, ça dépend. C'est pour ça que le pourcentage, il ne veut pas dire grand-chose à ce moment-là. Et donc, je mets cette réserve dont je parlais au début. Et c'est où la valeur dont on va parler est importante. Parce qu'il y a le nombre d'actions, il y a le pourcentage du coup dont on a parlé, et après, c'est la valeur. Et la valeur, c'est quoi? En fait, c'est souvent le prix d'exercice. On dit souvent, je vous donne ou je te donne 10 000 euros en BSPCE. Si on présente comme ça, on peut se dire, trop cool. Et ça revient à la confusion à la toute première slide. Trop cool. Du coup, tu m'as donné 10 000 euros. Là, c'est faux, c'est complètement faux. Tout le monde s'est planté parce que il y a la confusion. Parce que c'est pas je te donne 10 000 euros, c'est je te permets d'avoir une valeur de 10 000 euros de BSPCE, mais c'est toi qui dois les payer, ces 10 000 euros, sous réserve du vesting et que tu exerces tes BSPCE en achetant les actions à ce prix-là. C'est en fait les fameux 10 euros multipliés par le nombre de BSPCE qu'on t'a donné. Donc là, si c'est 10 000 euros, on va dire c'est 1000 BSPCE x 10. Et donc, c'est ensuite, et c'est pour ça que ce que tu disais, Marion, aussi sur la projection de la société, où elle va et comment ça se passe en termes de stratégie de développement, qui est hyper intéressant parce que ça veut dire, OK, de ces 10 euros, donc qui font au moins un package total de 10 000 euros, combien je pourrais éventuellement les revendre dans 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est comme ça que vous êtes là plus au clair sur ce qu'on vous a donné. Donc j'espère que c'était un peu long, mais je préférais prendre le temps de balayer ces différents éléments parce que la réponse, je pense, était. Et donc la question était intéressante, mais voilà, il n'y a pas vraiment. Ok, pourcentage, c'est intéressant de l'avoir en tête, mais il faut qu'il y ait les données qui soient aussi le nombre et le montant avec. Et ça, bon, si vous posez ce type de questions, c'est bien. Ça dépend qui est votre interlocuteur, mais vous pouvez le sécher un peu sur ça. Mais bref, en tout cas, c'est important pour vous de l'avoir en tête. Et notamment sur cette question de départ, hein, si on revient à ça. Euh, bah, et peut-être avant le départ, toi, justement, sur ces éléments, Marion, c'était présenté un peu comment sur OK, ton intéressement au capital, tu en as combien? Tu as un pourcentage? Est-ce que tu présentais ça en pourcentage ou c'était plutôt tu en as X d'une valeur de Je- temps? Oui, je crois que c'est en a X d'une valeur de temps. Je me souviens plus très bien. OK. Parce que ça, c'est bien en fait d'en avoir X d'une valeur de Y. Donc on a ce qu'on se Je disait. crois que Hein. c'était pas un pourcentage, hein. Parce que ça tronque un peu ce pourcentage, comme on se l'est dit aussi. Parce qu'il y a plein de données qui rentrent en compte, notamment si la société est vendue. Après, il y a des conditions qui sont dans le pacte d'associés qui permettent de sécuriser le risque des investisseurs, qui peuvent être rentrés en compte. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça que le pourcentage, si on se dit, OK, je vends, si la boîte est vendue, allez, 4 millions et que j'ai 0,001%, ce sera peut-être 0,01% de ça. Mais bon, c'est soumis à tellement de conditions que le raisonnement un peu plus simplifié qui est, OK, si je les achète à 10 et que je les revends à 90, je multiplie par le nombre de BSPCE que je peux exercer et vendre en termes d'actions issues de l'exercice des BSPCE. Et vous avez quelque chose de peut-être plus clair. Une valeur de la part d'une entreprise n'est pas publique, donc comment savoir si le prix d'exercice proposé aux salariés est réglo? C'est une bonne question. En fait, il est forcément réglo ce prix d'exercice parce qu'il est basé toujours sur le prix par action issu en pratique de la dernière levée de fonds. Donc, je pense là, effectivement, c'est souvent le cas hein, sur les données sensibles hein, qui sont communiquées ou à communiquer lorsqu'on intéresse au capital. Donc, il y a toujours cette question qui peut se poser et des boîtes qui peuvent être hyper transparentes et donner la valo de la boîte. D'autres qui peut-être veulent pas et donnent juste le prix d'exercice, mais bon, soyez rassurés en tout cas. Donc, le prix d'exercice, sauf vraiment cas que j'ai jamais rencontré, il est réglo. Donc, il est basé sur la valorisation de la boîte qui était fixée à un moment T. S'il n'y a pas eu de levée de fonds, il est fixé en principe à la valeur nominale, c'est-à-dire quasi gratuit, à 1 centime, 1 euro selon le prix par action qui a été déterminé lors de la création de la boîte. Et après, ce sera en fonction des différents stades de financement qu'on a vus. Je sais pas si ça répond à la question de Pascal, je crois. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Et sur le départ, le fameux départ, du coup,
Alors, comment communiquer en cas de départ? C'est le fameux, cas dont on parlait, hein. Est-ce que tu vas acheter toi en tant qu'employé, donc prendre le risque parce que souvent aussi, bah, tu es pas assuré de pouvoir vendre et monétiser ton intéressement et aussi des fois, il peut être prévu des conditions qui sont même si tu achètes tes actions, bah, on veut peut-être pas que tu sois au capital, donc la société a un droit de racheter ou les investisseurs aussi, de racheter tes actions. Bon, au final, peut-être toi, tu es content parce que tu monétises quand même ton intéressement, mais si c'est pas le cas, ben, tu vas financer l'exercice de tes BSPCE. Donc, si on reprend les 10 000 € dont on a parlé, si, OK, je vais moi exercer 1 000 BSPCE que j'ai acquis, au bout de 4 ans et je dois payer 10 € par BSPCE, bah, je dois si j'ai envie d'exercer la totalité, donc ça, c'est important aussi. Il peut y avoir marqué, c'est tout ou partie l'exercice des BSPCE dans votre contrat de BSPCE. Ça veut dire que si vous avez 1 000 BSPCE, s'il y a marqué: «Vous êtes obligé d'exercer la totalité», c'est obligé du coup de payer les 10 000 €. Vous ne pouvez pas dire: «OK, moi je vais exercer juste 500, la moitié». Vous êtes obligé. Contractuellement, il peut y avoir cette clause. C'est souvent aussi ce qui est le cas en pratique et donc si c'est le cas et ben, là, typiquement, comment le faire? Bah, ça, c'est une communication à avoir, et comment gérer l'exercice des BSPCE? Bon, bah, c'est aussi le cas des fois, il peut y avoir des clauses spécifiques là-dessus. C'est important du coup de lire son contrat, mais de toute façon, à ce moment-là, c'est le moment où vous allez être le plus assidu, je pense, hein, sur, la lecture de votre document, en cas de départ pour savoir comment ça marche. Puis après, si vous avez des questions, évidemment, si vous avez des personnes qui s'y connaissent un peu, c'est toujours bien de pouvoir confronter ça. Mais bon, la lecture du doc, c'est quand même essentiel, quand on l'a, hein, on est d'accord? Et donc, tu penses quoi toi, sur l'aspect départ, Marion? Euh, Parce que bah, déjà, tu as le vesting aussi, hein, qui joue. oui, bah, c'est vrai que enfin, comme tu vois, pour moi, j'ai pas encore les papiers, j'ai pas Bien encore sûr, bien lu, sûr. j'ai pas, ça me paraît, tu vois, vraiment, je pense Un que peu c'est flou. l'étape à laquelle j'ai pas encore pensé Ouais. forcément. Ouais, bah, je comprends, c'est normal, quand c'est récent et là, moi, de mon expérience, quand j'étais à La Ruche qui dit oui, par exemple, après j'en ai vu plein, mais pour donner cet exemple un peu opérationnel, bah, en fait, j'organisais une réunion où j'expliquais de manière hyper, objective comment ça marche et en disant bien sûr parce que, ça fait aussi partie de la question qui a été posée à l'instant, donc c'est par Valérian. Donc comment s'assurer de pouvoir exercer de ces BSPCE dans le cadre d'un départ de l'entreprise avant l'exit? En fait, il est possible toujours de pouvoir exercer ces BSPCE. C'est impossible quand on a des BSPCE qui ont été vestés ou acquis, que l'entreprise dise: «Non, tu n'as pas le droit de le faire» parce que ça peut être vu comme une sanction pécuniaire interdite. Donc en gros, on est toujours en mesure de pouvoir exercer les BSPCE si on a rempli, nous, la condition qui est peut-être basée uniquement sur, bah, de la présence, donc j'ai respecté mon calendrier de vesting, mon calendrier d'exercice. Bah, du coup, je suis en mesure de pouvoir exercer, acheter mes actions. On ne peut pas m'interdire de le faire. Mais ce qu'on peut prévoir, c'est qu'on peut te racheter tes actions et en fonction de ton départ éventuellement, que ce soit cadré juridiquement, que tu ne sois pas dans le capital de la société. Ou inversement, si on bah, prévoit pas ça, bah, tu restes dans ton capital et toi, bah, tu n'as pas d'assurance de pouvoir vendre tes actions. C'est normal, hein, il n'y a pas de monétisation ni pour les fondateurs, ni pour les investisseurs. Donc pourquoi il y en aurait pour toi à ce moment-là, de manière anticipée? Et ben, du coup, tu prends le risque d'investir entre guillemets aussi, hein, en achetant tes actions et en attendant un jour un retour sur cet investissement-là, avec la plus-value qui va avec, voilà. C'est soumis aux aléas, bah, de la réussite du projet. Mm. Voilà un peu l'idée et effectivement, donc c'est un élément hyper important à avoir en tête et bah, pour la fin, ce qu'on vous a réservé aussi, bah, c'est des petits articles contenus parce qu'on vous fera passer, cette slide, je pense, avec Marion. Je ne sais pas si vous avez quelques petites questions, je crois qu'on est arrivé à l'heure. Je te laisse peut-être, prendre la main là, Marion. On a pas mal d'articles intéressants. Bah, ouais, merci beaucoup, Florent. En effet, on vous partagera. Je vais vous envoyer un petit email à la suite du webinaire avec bien sûr le replay puisque ça a été enregistré et les différents articles de la slide enfin, du coup, qui sont hyper intéressants et qui, je pense, vont permettre de creuser peut-être un peu les différents sujets en fonction de vous, à quel stade vous en êtes. Il est 13 heures, je pense que certains vont devoir nous laisser, mais s'il y a d'autres questions, on peut les prendre. Est-ce que quelqu'un avait une question en particulier, peut-être un sujet qu'on n'a pas forcément traité? Mais il y avait une petite question là de Valérian aussi. Quoi, c'est de trouver un acheteur, quelqu'un qui a, bah, du coup, peut-être des BSPCE, qui peut les exercer et ensuite les vendre. Mais vendre à qui? Et bah, c'est ce que peuvent apporter potentiellement ces projets-là, donc ces nouvelles initiatives. Pourquoi nouveau? Parce qu'en fait, c'est aussi en cohérence avec la maturité du marché. Donc en France, c'était un marché qui était assez,
assez jeune comparé, à d'autres marchés, hein, bien sûr. Donc comme, les marchés US ou UK, là, c'est de plus en plus mature maintenant. Ça fait un petit moment qu'il y a pas mal de belles startups. On a vu Back Market là dernièrement et tout récemment qui devient la 14e licorne. On adore parler de licorne, et bref, mais blague à part, c'est super comme type de projet parce qu'on permet de potentiellement monétiser. Mais c'est à relativiser aussi parce que ce n'est pas valable pour tout projet. Quand on a des projets qui sont à l'étape de pré-seed, seed, série A, autant vous dire que c'est trop jeune pour avoir une quelconque monétisation pour des employés qui sont intéressés au capital. Sauf exception, bien sûr, mais ça s'adresse à des projets un peu plus matures et bien sûr des projets qui sont attractifs d'un point de vue marché parce que bah, c'est toujours l'offre et de la demande, hein. Vous vendez quelque chose, il faut trouver quelqu'un qui est intéressé pour pouvoir l'acheter. Ces projets-là permettent de trouver du coup et de faire ce matching-là. C'est top. Et d'ailleurs, voilà, hein, s'il y a plein de nouvelles initiatives qui sont comme celle-là, mais pas que sur l'aspect liquidité, mais moi je le vois en tout cas d'un bon œil. Suite à un problème de Et voilà, raccordement de nos un 2 problème de TG. raccordement, voilà, du TGV. Et donc, on finira sur ça avec Philippe. Donc, bon voyage dans le TGV. Mais en tout cas, non, merci encore Marion pour tout ça. C'était un plaisir de participer donc à ce petit webinaire avec vous. Merci beaucoup Florent, c'était hyper clair, ça a répondu à pas mal de questions. Et merci beaucoup à tous pour votre participation et vos différentes questions. J'espère que ça vous a aidé je vous retrouve par email cet après-midi avec le replay que vous pourrez regarder s'il y a peut-être des choses qui étaient sur le coup pas très évidentes. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à Bonne ce journée. soir pour certains que je vais revoir ce soir. À bientôt. Au revoir.